Le monde est-il de plus en plus pauvre? San Diego, Californie, septembre 2008. Il est 7 h du matin. Kerry Leonard et Christopher Greenslate, deux jeunes bobos à lunettes carrées, mangent de l'avoine pour faire semblant d'être pauvres. Ils pourraient manger autre chose, mais ils ont décidé de se nourrir pendant 1 mois en ne dépensant qu'$1 par jour. Ils ont écrit un livre sur leur expérience. $1 par jour, c'est à peu près le montant du seuil mondial de pauvreté absolue, fixé par l'ONU à $1,25. Ce dollar de l'ONU n'est pas un dollar comme les autres, c'est un dollar noble et raffiné, qu'on appelle dollar PPA, pour parité de pouvoir d'achat. Il correspond à l'équivalent dans chaque pays du monde de ce que Christopher et Kerry peuvent acheter aux États-Unis avec $1, soit en se fournissant en gros et en cuisinant eux-mêmes une assiette de céréales, 2 sandwichs, un bol de soupe, un verre de tang et un cookie. Ce que ces deux hippies de San Diego ont fait pour rigoler, 1,3 milliard de personnes sur la Terre le font par nécessité. Et tout, de la crise mondiale au réchauffement climatique, laisse penser que la pauvreté est en train d'augmenter. En réalité, depuis 30 ans, la pauvreté dans le monde s'est effondrée. Selon la Banque mondiale, entre 1981 et 2010, la proportion de pauvres est ainsi passée de 50% à 20% de la population mondiale. La baisse la plus spectaculaire a eu lieu en Asie de l'Est. En 1981, 77% des habitants de cette région vivaient sous le seuil de pauvreté absolue. En 2010, il n'était plus que 14%. Et si l'Afrique reste le continent le plus touché par la pauvreté, depuis 1993, la proportion de pauvres y a diminué de 10 points. À San Diego, Christopher et Kerry ont recommencé à manger des burgers de tofu. Jouer aux pauvres leur a bien réussi, leur livre s'est très bien vendu. Demain, y aura-t-il toujours de l'eau douce? Il est 21 h. Solène est dans son bain. Elle voudrait faire une surprise érotique à son nouveau petit ami, Serge. Mais Serge, qui porte une rose à la boutonnière, aime la nature plus que les femmes. Et lorsqu'il ouvre enfin la porte, il est choqué. Attends, tu te prends un bain? T'as aucun respect pour la planète ou quoi? La grossièreté de Serge s'appuie sur une intuition en partie juste. Selon les Nations Unies, 700 millions de personnes sur la Terre manquent d'eau douce. Et si rien ne change, d'ici 2025, ce nombre pourrait être multiplié par au moins 2,5. Mais les bains de Solène n'y seront pas pour grand-chose, car les particuliers ne consomment que 8% de l'eau dans le monde. En réalité, c'est à lui-même que Serge pourrait s'en prendre, ou plutôt à la rose coquette qu'il porte sur sa veste. Car c'est l'agriculture qui capte la plus grande part de l'eau douce sur la Terre. 70% de l'eau dans le monde est utilisée pour arroser des champs, soit 9 fois plus que pour l'usage domestique. Or, les méthodes d'irrigation traditionnelles sont terriblement inefficaces. Pour chaque litre versé sur une plante, seuls 40 centilitres en moyenne servent effectivement à la nourrir. Le reste s'évapore ou coule dans le sol. Pour consommer moins d'eau, l'une des solutions consiste donc à rendre l'irrigation plus efficace. Et il existe déjà 2 méthodes très prometteuses. L'hydroponie, faire pousser des plantes directement dans l'eau, et l'ultramoderne aéroponie, qui consiste à faire pousser des plantes dans l'air humide. Selon l'ingénieur Peter Diamandis, qui en plus d'être beau garçon a écrit un livre optimiste sur l'avenir de la planète, si l'aéroponie est adoptée à grande échelle, la quantité d'eau utilisée par l'agriculture pourrait être divisée par 10. L'eau cesserait d'être rare, et Solène pourrait prendre ses bains dans des piscines olympiques avec des amants plus dignes de sa fantaisie. Le climat est-il de plus en plus extrême? Il est 22 h. Julie est au cinéma avec son nouveau petit ami Steven. Ils regardent ensemble un film catastrophe sur le changement climatique. Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. Mais Julie ne fait pas toujours la différence entre documentaire et fiction. Et lorsqu'un gigantesque tsunami engloutit Manhattan... C'est un véritable mur d'eau qui arrive sur New York. Julie dit à Steven: c'est fou quoi comment le climat il est complètement déréglé. À cet instant, un homme lui tape sur l'épaule. C'est Rajendra Pachauri. Rajendra mène un triste combat contre la calvitie, mais il est aussi président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui vient de publier une étude sur les phénomènes climatiques extrêmes. Pour l'instant, dit Rajendra, il n'existe aucune preuve définitive que le climat de la Terre soit devenu plus extrême qu'il ne l'était. Les cyclones, par exemple, qui inquiètent particulièrement Julie, ne sont pas plus fréquents aujourd'hui que dans les décennies précédentes. Mais Julie a tout de même peur des tempêtes. Si les gens vont dehors, la tempête les tuera. Rajendra se tourne alors vers Indur Goklani. Indur est chercheur pour le gouvernement américain et il a écrit un article scientifique sur la mortalité liée aux catastrophes climatiques. Le nombre de décès liés au climat, explique-t-il, a baissé vertigineusement depuis 80 ans.
Parti de 241 morts par million d'habitants par an dans les années 1920, il s'est stabilisé autour de 5 morts par million d'habitants par an de nos jours. Il est cependant presque certain, ajoute Rajendra, que le climat devienne plus chaud au cours des 100 prochaines années, ce qui pourrait augmenter sensiblement le nombre de catastrophes climatiques. Mais même à cette époque, l'amour sera toujours là pour triompher de l'adversité. Je vous aime. Demain, utilisera-t-on encore du charbon ? Moselle, France, 23 avril 2004. Derrière son casque à lampe, dans l'ascenseur qui remonte de la mine, André retient ses larmes. Il tient dans sa main le dernier caillou de houille de la dernière mine de charbon française, qui ferme ses portes aujourd'hui après 110 ans d'existence. Au même moment, dans le Colorado, le jeune Richard fait le trajet inverse dans la mine toute neuve qui vient de l'embaucher. En France, le charbon est le combustible du passé. À l'échelle du monde, c'est la deuxième source d'énergie derrière le pétrole, mais aussi la première source de production d'électricité devant le gaz naturel et les barrages. Aux États-Unis, par exemple, deuxième producteur mondial de charbon derrière la Chine, le nombre de mineurs en activité a augmenté de plus de 25% depuis l'an 2000. Et ce succès du charbon pourrait bien se poursuivre pendant de nombreuses années. C'est du moins ce que prévoit la directrice de l'Agence internationale de l'énergie, Maria van der Hoeven. Maria a un goût déraisonnable pour les chapeaux fantaisie. Et elle explique que si la demande et la production de charbon ont tendance à se tasser en Occident, elles explosent en revanche en Asie. Ainsi, dit-elle, si rien ne change, le charbon détrônera le pétrole comme première source d'énergie du monde en 2025. Or, si le charbon est une énergie abondante et bon marché, c'est aussi l'énergie la plus polluante, responsable à elle seule de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Les mineurs du futur ne craindront plus le licenciement, mais la planète pourrait bien avoir d'autres problèmes. Demain, y aura-t-il encore des forêts ? Mésopotamie, 8000 ans avant notre ère. Comme chaque jour, le jeune Ramesh est à la chasse. Mais aujourd'hui, au lieu de tuer le cerf qu'il aperçoit, il s'assoit et réfléchit. Soudain, il a une idée. Ramesh parle le sumérien, mais son idée est simple. Plutôt que de poursuivre un gibier incertain et de cueillir des baies aléatoires, pourquoi ne pas élever ses propres animaux et planter lui-même ses graines ? Pour cela, il faut un sol fertile, or le sol fertile se trouve sous les arbres. Ramesh vient d'inventer l'agriculture et avec elle, la déforestation. Depuis que l'homme a commencé à cultiver la terre il y a 8000 ans, le monde a ainsi perdu 45% de ses forêts. De 1970 à 2010, la forêt amazonienne à elle seule a perdu 18% de sa surface, soit la France et l'Espagne réunies. En 2050, elle pourrait être réduite de moitié. Il est donc possible que nos petits-enfants vivent dans un monde sans forêt. En réalité, rien n'est moins sûr. Car les forêts des pays tropicaux vont peut-être recommencer à pousser comme elles ont recommencé à pousser dans l'immense majorité des pays industrialisés. C'est ce qu'on appelle la transition forestière, qui intervient le plus souvent lorsque la population d'un pays quitte la campagne pour la ville, laissant les arbres repousser sur une partie des terres agricoles. En France, l'espace boisé reprend ainsi de la hauteur depuis 1829 et a retrouvé aujourd'hui son niveau du début du XIVe siècle. Les forêts américaines, elles, gagnent du terrain depuis 1920. Au total, dans les années 90, presque 40% des pays ont vu leurs forêts s'étendre. Si les Brésiliens connaissent le même phénomène, les forêts de 2050 pourraient bien avoir quelques points communs avec celles de la Mésopotamie de Ramesh. Demain, vivrons-nous tous en ville ? C'est un soir d'été à la campagne, en 1800. Dans le bruit des feuilles et des grillons, un jeune homme drague avec les étoiles. Tu vois Marie là-bas ? C'est Cassiopée. 210 ans plus tard, sur les boulevards extérieurs, son arrière-petit-fils fait ce qu'il peut. Tu vois Marie là-bas ? C'est le Wachternald. Attirée par le dynamisme des villes, la population du monde, qui était presque exclusivement rurale jusqu'au début du 19e siècle, est devenue depuis majoritairement urbaine. Entre 1800 et 2011, la proportion de gens vivant en ville est passée de 5 à 52%. Et ce chiffre va continuer à augmenter, si bien qu'en 2050, on estime que plus de 67% des habitants de la planète seront citadins. La taille des villes a également explosé. En 1950, il n'y avait que 2 villes de plus de 10 millions d'habitants dans le monde, New York et Tokyo. Aujourd'hui, il y en a 23 et on en comptera 37 en 2025. Tokyo aura alors 39 millions d'habitants, soit 4 millions de plus que la population du Canada aujourd'hui. Cette croissance se fera surtout dans les pays en développement.
Mais malheureusement, ces villes du Sud seront faites en grande partie de planches mal ajustées et de ruelles boueuses. En Afrique, par exemple, 2/3 de la population urbaine vit déjà dans des bidonvilles. Au Soudan, cette proportion atteint 94%. Selon l'ONU, en 2030, 2 milliards de personnes vivront dans des bidonvilles, soit un quart des habitants de la planète. Il ne restera plus grand-chose aux dragueurs de demain pour faire vibrer les midinettes. Tu vois Marie, ça, c'est du caca. La crise a-t-elle un impact sur la criminalité ? C'est l'hiver à Chicago. Jonathan vient de perdre son travail. Il marche sans but dans les grands magasins, puis s'arrête devant une montre qui lui fait envie. Mais il n'a plus d'argent et pour la première fois de sa vie, il envisage de voler. Pendant longtemps, les économistes ont considéré que le chômage et les crises économiques avaient tendance à augmenter le taux de criminalité. Oui. Mais ces théories sont de plus en plus mises à mal, notamment par les statistiques américaines. Pendant la crise des années 30, par exemple, où le taux de chômage aux États-Unis a atteint 25%, le taux de criminalité dans plusieurs villes du pays a diminué. L'une des explications avancées par les économistes est que le chômage a laissé plus de temps aux adultes pour surveiller les jeunes gens qui statistiquement sont plus susceptibles que d'autres de commettre des crimes. Plus récemment, depuis 1991, les taux de vol et de meurtre aux États-Unis ont été divisés par 2. Cette baisse s'est poursuivie malgré la crise et il semblerait qu'elle soit suffisamment structurelle pour ne plus être influencée par la situation économique. Parmi les arguments cités pour expliquer ce phénomène de fond, l'effondrement de la demande de crack depuis les années 90 qui aurait provoqué une accalmie dans les guerres de gangs. Mais aussi l'apparition de gigantesques bases de données du crime qui permettent à présent à la police de mieux connaître les lieux et les heures précises où ont lieu les infractions. Enfin, certains estiment que l'élection de Barack Obama a pu détourner du crime certaines populations noires défavorisées. À défaut de soigner l'économie américaine, Barack Obama pourra peut-être retenir quelques années de plus les mains tremblantes de Jonathan. Demain, les poissons auront-ils tous disparu ? Des assiettes alignées, 4 rectangles jaunes et des rangées d'enfants qui se goinfrent en riant, sauf un qui pleurniche et se plaint. « Écoute Tristan, ça suffit maintenant, tu manges ton poisson pané !» Depuis 60 ans, la consommation de poissons dans le monde a plus que doublé, passant de 7 à 18,5 kg par personne et par an. Pour faire face à cette demande, les marins, dont les méthodes se sont industrialisées, doivent aller chercher le poisson de plus en plus profond. Or, les poissons des profondeurs mettent plus longtemps que les autres à devenir adultes et ils se reproduisent plus difficilement. Lorsqu'on les pêche en trop grande quantité, leur stock a donc tendance à disparaître rapidement. C'est l'une des raisons qui explique que sur les 600 espèces de poissons surveillées par l'ONU, un quart sont aujourd'hui épuisés ou surexploités. L'un des principaux espoirs pour repeupler les mers est l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons. Pratiquement inexistante en 1950, l'aquaculture représente aujourd'hui plus de 40% de la production de poissons dans le monde. Mais elle pose aussi des problèmes, puisque les poissons d'élevage doivent souvent être nourris avec d'autres poissons, qui, eux, sont pêchés dans la mer. Pour sortir de ce cercle vicieux, certains aquaculteurs cherchent à recycler les morceaux non comestibles des poissons, mais aussi à privilégier l'alimentation végétale. En s'appuyant entre autres sur ces méthodes, l'aquaculture pourrait bien continuer à se développer pour atteindre 46% de la production mondiale d'ici 2021. L'esturgeon, espèce menacée, profite déjà de cette tendance. Aujourd'hui, il n'est plus exploité que dans des piscines, ce qui aurait d'ores et déjà permis de multiplier par 24 la production de caviar. Certains pensent ainsi que le caviar sera un jour démocratique, mais même à cette époque, un caprice sera toujours un caprice. Allez Tristan, tu finis ton caviar. Les énergies renouvelables vont-elles gagner du terrain ? Louisiane, 1810. Le vent pousse la barque, les bûches dorent le pain, et l'esclave laboure le champ de son maître. C'était le temps heureux où toutes les énergies étaient encore renouvelables. Mais quelques années plus tard, les hommes ont découvert sous terre des sources d'énergie beaucoup plus efficaces, les énergies fossiles. Ce sont elles qui ont rendu possible la révolution industrielle, le commerce à grande échelle et les 30 Glorieuses. En 150 ans, de 1825 à 1975, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a ainsi été divisée par plus de 6, passant de 97 à 15%. Mais le charbon, le pétrole et le gaz, qui ont d'abord fait tant de bien à l'humanité, ont 2 problèmes majeurs. Ils s'épuisent et ils abîment la planète. Depuis une trentaine d'années, le monde s'est donc tourné une fois de plus vers les énergies renouvelables, avec des méthodes nouvelles.
Les panneaux solaires, les éoliennes et aussi les usines marémotrices qui utilisent les mouvements de la mer pour faire tourner des turbines. Mais ces méthodes aussi ont un gros problème, elles coûtent pour le moment beaucoup plus cher que les énergies fossiles. 1 kW d'électricité issue d'un panneau solaire, par exemple, coûte presque 4 fois plus cher qu'un kilowatt produit avec du charbon. Pour se développer, les énergies renouvelables doivent donc être lourdement subventionnées par les gouvernements, ce qui se traduit par une hausse du coût de la facture pour le consommateur. Les Allemands, par exemple, qui ont fait le choix d'investir massivement dans les renouvelables, ont vu leur facture d'électricité augmenter de 30%. Les pays riches sont souvent prêts à payer, mais l'avenir de l'énergie dans le monde n'est plus entre les mains des pays riches, car l'essentiel des nouveaux besoins en énergie provient à présent des pays en développement, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui, eux, n'ont pas les moyens de s'offrir des énergies renouvelables. Entre 2011 et 2035, freinée par ces problèmes économiques, la part des énergies renouvelables dans le monde devrait n'augmenter que très lentement, passant de 15 à 18%. Le second règne du renouvelable est encore loin d'être venu. Demain, combien y aura-t-il de réfugiés climatiques? Un enfant pauvre, des palmiers noirs secoués par la tempête, et un chercheur chauve qui dit que l'heure est grave. Selon mes calculs, nous allons tous mourir. Julie regarde un documentaire sur le climat. En 2008, 20 millions de personnes ont été déplacées par le changement climatique. En 2050, elles seront 200 millions. Attends, mais c'est hyper flippant. Ces chiffres ont été utilisés par de nombreux organismes, parmi lesquels les Nations Unies. Mais sont-ils exacts? C'est la question que s'est posée l'équipe de l'économiste anglais Tim Harford pour la BBC. Commençons par le premier. 20 millions de réfugiés climatiques en 2008. Ce chiffre a été obtenu en additionnant la totalité des personnes déplacées en raison d'une catastrophe naturelle. Méthode discutable pour au moins 2 raisons. Premièrement, rien ne prouve pour l'instant que toutes ces catastrophes soient liées au changement climatique. Mais tu vois, je t'avais dit. Deuxièmement, les personnes touchées par ces catastrophes ont tendance à se déplacer à l'intérieur de leur pays, et pour quelque temps seulement. Regardons à présent le second chiffre. 200 millions de réfugiés climatiques en 2050. C'est celui du chercheur anglais Norman Myers de l'université d'Oxford, qu'on voit ici avec une banane. Pour l'obtenir, Norman a pris une carte du monde, il a entouré les espaces menacés par la hausse du niveau des océans, et il a considéré non seulement que la totalité des habitants de ces espaces étaient des réfugiés climatiques, mais aussi que beaucoup d'entre eux émigreraient vers le monde occidental. Or, il est tout à fait envisageable, une fois de plus, que ces habitants se déplacent à l'intérieur des terres, sans qu'on puisse pour cela les considérer comme des réfugiés. Restent bien sûr les habitants de certaines îles du Pacifique, qui verront sans doute un jour leur pays disparaître sous les eaux. Mais ils seront quelques dizaines de milliers et non quelques centaines de millions. Ouais, enfin bon, c'est quand même flippant, quoi. Demain pourra-t-on guérir le cancer? Le cancer est l'une des maladies les plus fourbes de l'univers. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la seule méthode disponible pour le combattre Merci, docteur. était de charcuter les patients avec des outils mal lavés pour en extraire des morceaux de tumeur Merci, docteur. qui repoussaient systématiquement une fois l'opération terminée. Merci, docteur. À cette époque, le cancer était mortel dans presque 100% des cas. Puis sont venues en 1896 la radiothérapie, qui consiste à détruire les zones touchées avec des rayons X, et 50 ans plus tard, la chimiothérapie, qui consiste à tuer les cellules cancéreuses avec des produits chimiques. Ces méthodes, couplées à la généralisation du dépistage, ont permis de faire des progrès considérables dans le traitement de certains cancers. Par exemple, dans l'Angleterre du début des années 70, seuls 40% des femmes atteintes d'un cancer du sein survivaient au moins 10 ans. Aujourd'hui, 77% d'entre elles sont dans ce cas. Mais avec l'augmentation de l'espérance de vie, le cancer, qui se déclare plus volontiers à des âges avancés, est devenu peu à peu l'une des maladies les plus répandues dans le monde développé. Aujourd'hui, c'est la seconde cause de mortalité dans les pays de l'OCDE, derrière les maladies cardiovasculaires. Pour continuer le combat, il existe à présent au moins 2 pistes de recherche prometteuses. Tout d'abord, l'immunothérapie, qui consiste à aider les globules blancs du patient à lutter eux-mêmes contre le cancer. Certains médicaments ont d'ores et déjà montré des résultats spectaculaires, mais les effets secondaires sont parfois violents,
car les globules blancs deviennent un peu enragés et ont tendance à attaquer aussi des cellules saines. Et puis il y a ce qu'on appelle la thérapie ciblée, qui consiste à modifier l'ADN des cellules cancéreuses pour que celles-ci s'autodétruisent ou cessent de se développer. Une méthode qui a déjà donné des résultats miraculeux pour un certain type de leucémie. La maladie la plus fourbe du monde n'est plus aussi puissante qu'elle ne l'était.